Faisons un voyage dans le temps, à une époque où la cour amoureuse avançait aussi lentement qu'une charrette tirée par des chevaux, et où l'amour concernait souvent plus les troupeaux que les papillons dans le ventre. Imaginez un monde où dire « je t'aime » n'était pas une grande déclaration romantique, mais une simple reconnaissance d'un partenariat stratégique. Bienvenue dans l'Europe médiévale, un lieu où la romance n'était pas en tête d'affiche et où le mariage ressemblait davantage à une transaction commerciale qu'un conte de fées. Un monde de survie, pas de romantisme. Imaginez, vous vivez dans un grand château de pierre, entouré de murs épais et froids. Le monde extérieur est rude, le climat imprévisible et la survie est une lutte quotidienne. Le concept de mariage d'amour, eh bien, ce n'était clairement pas votre priorité. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, survivre passait avant les sentiments. On ne choisissait pas son partenaire pour ce qu'il nous faisait ressentir, mais pour ce qu'il possédait, des terres, des richesses ou des relations puissantes. L'amour, c'était un luxe lointain, réservé à quelques privilégiés. À cette époque, la société était dominée par les classes sociales, le féodalisme et le besoin constant de survivre. Tomber éperdument amoureux était un privilège réservé aux poètes et aux troubadours. Pour la majorité, le mariage ne signifiait pas passion, mais pouvoir, propriété et avenir assuré. Bien sûr, un chevalier pouvait écrire une ballade pour sa dame, mais en réalité, les mariages se conclusaient dans des salles de conseil, pas sur les pistes de danse. Une époque où la romance traînait. Comparons avec aujourd'hui. Imaginez envoyer un SMS à votre moitié. « J'ai hâte de te voir ce soir, racceur ». Envoyé, reçu, en quelques secondes. Facile, non? Maintenant, imaginez envoyer une lettre d'amour, une vraie, au Moyen-Âge. Ce n'était pas juste un message glissé dans les DM, non, une lettre pouvait prendre des mois à arriver. Si quelqu'un vous plaisait, votre meilleure chance n'était pas un dîner surprise, mais demander la permission à votre seigneur de lui parler. Et si vous étiez noble, ce n'était pas un petit détail, c'était une stratégie familiale. La cour amoureuse médiévale n'avait rien de spontané. C'était un jeu d'échecs où chaque mouvement devait être stratégique, les enjeux dépassant largement les simples émotions. Imaginez être une noble enfermée dans la tour des décisions de votre père, dont le seul rôle est de sceller une alliance, de préférence avec des terres, un château et peut-être une douzaine de vaches. L'idée de trouver son âme sœur ne faisait pas partie de l'équation. Ce n'était pas une question d'alchimie, mais de politique. Pas de profil Tinder, pas de swipe à gauche ou à droite. Justes et unions méticuleusement arrangées, orchestrées par vos parents, votre seigneur ou les ambitions de votre lignée. L'amour, une idée suspecte. Et parlons justement de l'amour, celui qu'on idéalise aujourd'hui. À l'époque médiévale, ce n'était pas l'idéal suprême. En fait, l'idée de se marier par amour était plutôt suspecte. Dans un monde où la terre, la richesse et le pouvoir étaient essentiels, tomber amoureux n'était pas seulement imprudent, c'était dangereux. Se marier par amour était vu comme une distraction inutile qui nuisait au devoir à sa famille et à son royaume. C'était presque perçu comme un passe-temps risqué, détournant l'attention du véritable objectif, la survie, l'héritage et la prospérité. Pour les classes supérieures, le mariage n'était pas une simple union entre deux personnes qui s'aimaient bien. C'était un outil pour sécuriser des alliances politiques, étendre des territoires et préserver les fortunes familiales. Se marier par amour, pour les nobles, c'était une idée étrange, voire menaçante pour l'avenir d'une dynastie. Le mariage était un contrat social et l'amour, au mieux, une note de bas de page, quand il était mentionné. Une invitation à une danse maladroite. Et ainsi, dans ce monde étrange de l'amour et du mariage médiévaux, on découvre un paradoxe délicieux.
Les gens étaient souvent seuls, mais soumis à la règle tacite que la romance n'avait pas sa place dans la décision la plus importante de leur vie. On ne choisissait pas son époux par affection ou attirance. Les unions étaient planifiées par les familles et les seigneurs, organisées pour garantir statut, richesse et terre. Attention, les gens du Moyen-Âge restaient humains, ils ressentaient l'amour, le désir et parfois même la passion. Mais leur manière de vivre la cour était, disons, lente. Pas de dîners aux chandelles, les mariages étaient décidés dès le plus jeune âge, avec peu de place pour les sentiments. L'amour existait, oui, mais il restait fugace, souvent étouffé par les dures réalités du quotidien. Et c'est là que commence notre exploration. À une époque où le mariage ressemblait plus à une transaction maladroite qu'à une promenade romantique au coucher du soleil. Au fil des chapitres suivants, nous verrons comment l'amour s'est parfois glissé dans les failles, comment les courtisans naviguaient ces règles étranges, et si quelqu'un, un jour, a eu le luxe de suivre les désirs de son cœur. Étape 2. Le but du mariage au Moyen Âge. À l'époque médiévale, l'amour avait bien peu à voir avec le but réel du mariage. Imaginez entrer dans une relation non pas à cause d'une attirance ou de sentiments amoureux, mais parce que c'était nécessaire à votre survie, votre pouvoir et votre statut social. Le mariage, à cette époque, servait avant tout à sécuriser des alliances politiques, acquérir des terres, protéger les richesses et maintenir la réputation de la famille. Si vous aviez de la chance, un peu d'affection pouvait naître en marge du contrat. Mais pour la majorité, l'amour était loin d'être la priorité. Le mariage comme stratégie politique et sociale. Dans le monde médiéval, le mariage était un outil fondamental pour maintenir et étendre son influence. Pour la noblesse, il ne s'agissait pas de chercher une personne qui faisait battre leur cœur ou d'écrire des poèmes sous la lune. Il s'agissait de protéger l'héritage familial, préserver les terres et renforcer les alliances. Bien se marier était essentiel pour les hommes comme pour les femmes. Une noble pouvait épouser un prince non pas parce qu'il était charmant, mais parce que ses terres et son pouvoir rehaussaient le prestige de sa famille. De leur côté, les nobles recherchaient des jeunes femmes avec une bonne dot, des connexions ou des domaines à offrir. Un exemple célèbre est celui d'Aliénor d'Aquitaine, mariée au roi Henri II d'Angleterre. Ce mariage n'était pas une affaire de cœur, mais un coup politique consolidant le contrôle d'Henri sur de vastes régions en France. Ce genre d'union était la règle, pas l'exception. Les époux se connaissaient à peine et l'amour tenait un rôle très secondaire. L'essentiel était la protection des territoires, des ressources et des lignées. La dot, richesse transférée, pouvoir consolidé. Pour les nobles, le mariage permettait de faire croître richesse et pouvoir. La terre, c'était le pouvoir, et le choix du conjoint déterminait combien de terres ou de richesses vous alliez obtenir. Le transfert de propriété se faisait souvent par le mariage, et la dot était bien plus qu'une formalité. C'était une pièce maîtresse du contrat. Elle pouvait inclure de l'argent, des terres, du bétail, voire des domaines entiers. Tout ce qui permettait de solidifier la position de la famille dans la hiérarchie féodale. Le contrat de mariage était un document juridiquement contraignant, souvent validé par l'Église. Un noble épousant une femme sans dot suffisante se plaçait dans une position désavantageuse. De même, une femme sans dot avait peu de chances d'épouser un homme de haut rang, ce qui limitait le pouvoir et la sécurité de sa famille. Chez les paysans, différent, mais toujours pratique. Pour les classes inférieures, la dynamique était différente, mais toujours orientée vers la survie. Les mariages paysans, bien que moins stratégiques, restaient fondés sur des besoins concrets. Une épouse devait gérer le foyer, travailler la terre, élever les enfants, un vrai pilier de la famille.
Là encore, le mariage était un échange de compétences et de travail, plus qu'une union romantique. Ce réalisme permettait aux familles de survivre dans un monde incertain où chaque jour comptait. Le rôle de l'Église, sacrement et devoir. L'Église chrétienne, omniprésente dans l'Europe médiévale, a joué un rôle majeur dans la perception du mariage. Pour elle, le mariage était un sacrement, une union sacrée destinée à servir le dessein divin. Il ne s'agissait pas d'un simple contrat amoureux, mais d'un devoir spirituel. L'objectif n'était pas la passion, mais la procréation et la création d'une famille chrétienne forte. Même si l'Église valorisait la chasteté et le célibat pour les religieux, elle considérait le mariage comme un fondement de l'ordre social. Le couple marié était le seul cadre moralement acceptable pour avoir des enfants, garant de la perpétuation de la foi. Mais attention, l'amour n'était pas un critère essentiel. Ce qui importait, c'était la fécondité, les alliances et le respect des normes sociales. Se marier par amour, une idée jugée dangereuse. Peut-être le plus frappant, c'est la suspicion envers l'amour. Épouser quelqu'un par passion était vu comme frivole, voire risqué. Pourquoi ? Parce que l'amour, dans une société instable et hiérarchisée, était perçu comme trop imprévisible. Pour les nobles, il était impensable de choisir un conjoint par simple attirance. Cela pouvait mettre en péril l'héritage familial, surtout si l'union n'assurait pas d'héritier ou n'apportait aucun bénéfice social. Dans l'idéal médiéval, l'amour venait après. On sécurisait d'abord l'alliance, et si l'amour apparaissait ensuite, tant mieux. C'était à l'opposé de notre époque, où beaucoup cherchent l'amour avant tout. À l'époque, le mariage servait la stabilité, pas la passion. Le mariage, une affaire économique. Soyons clairs, les mariages médiévaux étaient des contrats économiques. Qu'on soit roi, marchand ou paysan, on se mariait pour assurer sa position, ses ressources et sa survie. Les dots, les prix de la mariée, les transactions financières, tout cela faisait partie intégrale du processus. Une famille offrait de la terre, de l'argent, des animaux en échange de la promesse du mari d'assurer protection et avenir. Et ce n'était pas réservé aux nobles, même les paysans échangeaient du bétail ou des biens pour conclure une union, à leur échelle. Ces contrats étaient légalement contraignants et le non-respect de l'accord avait des conséquences. Il n'y avait pas de divorce au sens moderne, seule l'annulation religieuse, pour raisons valables aux yeux de l'Église, pouvait rompre un mariage, rarement pour des raisons sentimentales. Étape 3. La cour, si on peut appeler ça ainsi. Quand on pense à la cour amoureuse aujourd'hui, on imagine des dîners romantiques, des promenades main dans la main, des conversations intimes. Mais si l'on se transportait au Moyen-Âge, on découvrirait un processus totalement différent, souvent rigide, parfois glacial. En réalité, appeler cela une cour est presque exagéré. Contrairement à aujourd'hui, où le choix personnel est central, à l'époque médiévale, la cour était surtout affaire de stratégie, d'approbation familiale et de respect des règles sociales. Le concept de cour préarrangée. L'idée même de la cour, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, était pratiquement absente pour la majorité des gens, surtout les nobles. Le mariage n'était pas un choix librement consenti, et la cour n'était pas romantique. Les unions étaient souvent arrangées dès le plus jeune âge, bien avant que les futurs époux ne se rencontrent. Le choix basé sur l'affection mutuelle, il n'existait pratiquement pas. Prenez par exemple les fiançailles d'Aliénor d'Aquitaine avec Louis VII de France. Mariés vers l'âge de 15 ans, leur union était une alliance politique, pas une histoire d'amour. Passer du temps ensemble avant le mariage n'était pas prévu. Se marier par amour, impensable. La cour, si elle existait, était le premier pas d'une négociation familiale, et non un jeu de séduction.
Dans les faits, un jeune noble demandait souvent l'autorisation à son seigneur pour épouser une femme, et celui-ci acceptait ou refusait en fonction des avantages politiques ou économiques. Pas de poèmes enflammés, pas de confidences au clair de lune. L'amour, tel qu'on le comprend aujourd'hui, n'avait pas sa place ici. Chez les paysans, un peu plus de liberté, mais toujours pratique. La cour chez les paysans était moins formelle et laissait un peu plus de place au choix personnel. Pourtant, elle restait encadrée par des considérations pratiques. Le mariage paysan reposait sur la réalité de la survie quotidienne. On ne cherchait pas quelqu'un pour ses beaux yeux, mais pour sa capacité à aider à la ferme, à gérer un foyer, à élever des enfants. La femme devait travailler autant que l'homme, et vice-versa. On se demandait, peut-il porter des charges lourdes? Sait-elle traire les vaches? Voilà les vraies questions d'une cour chez les paysans. Même si ces unions laissaient place à un peu plus d'affection, elles étaient toujours fondées sur l'utilité et la coopération, et non sur la romance. Chez les nobles, une affaire rigide et formelle. Chez les nobles, la cour était une affaire très structurée et les enjeux bien plus élevés. Le processus impliquait les parents, les seigneurs et parfois même l'Église. Les mariages étaient conclus très tôt, parfois avant même que les jeunes gens ne se rencontrent. La cour, dans ce cas, était une formalité protocolaire, pas une séduction sentimentale. Une femme noble était perçue comme un actif politique à échanger contre des alliances. Elle avait peu, voire pas du tout son mot à dire. Si un noble voulait courtiser une femme, il devait d'abord demander l'approbation des parents. Et si ces derniers acceptaient, le mariage avait lieu, souvent sans que les deux futurs époux n'aient eu la moindre discussion intime. Prenons l'exemple du roi Richard Cœur de Lion et de Bérengère de Navarre. Leur cour fut entièrement gérée par des émissaires et des négociations familiales, pas par des élans amoureux. Le rôle de l'Église, une union sacrée sous surveillance. L'Église médiévale encadrait étroitement la cour et le mariage. Le couple devait remplir des conditions religieuses, suivre une préparation, obtenir l'approbation d'un prêtre, respecter la chasteté jusqu'au mariage. L'Église veillait à ce que les unions soient moralement acceptables, interdisant les relations intimes avant le mariage. Toute tentative de romance hors du cadre sacré était considérée comme péché. Ainsi, la cour n'était pas une question de choix personnel ou de passion, mais de conformité religieuse. Un déséquilibre flagrant du pouvoir. Dans toute cette mécanique, les femmes avaient très peu d'agence. Leur rôle était souvent réduit à enfanter et assurer la lignée. Leur valeur reposait sur leur dot, leur virginité et leur capacité à conclure une bonne alliance. C'était une société profondément hiérarchique où les hommes contrôlaient la richesse et les décisions. Une femme noble épousait un homme de rang égal ou supérieur, souvent sans l'avoir jamais rencontré. Le pouvoir de décision était entre les mains des hommes, qu'il s'agisse du père, du seigneur ou du mari futur. Étape 4. L'amour chez les paysans vs chez les nobles. Le Moyen Âge, avec ses structures sociales rigides, offrait des expériences totalement différentes du mariage et de l'amour selon la classe sociale. Paysans et nobles vivaient des réalités opposées. Règles, attentes, motivations, tout variait du tout au tout. Dans cette section, nous allons explorer ces dynamiques contrastées et comprendre comment la nature pratique du mariage évoluait selon que l'on était riche ou pauvre. L'amour noble, une stratégie, pas une émotion. Pour les nobles, le mariage n'avait rien à voir avec l'amour tel qu'on le comprend aujourd'hui. Il naissait dans un monde de pouvoir, de statut et de privilèges. Et le mariage était un outil politique avant tout.
Il servait à préserver les lignées, à élargir les domaines et à renforcer les alliances. Les sentiments, ils venaient après, s'ils venaient. Bien que chevaliers et seigneurs aient parfois rédigé des poèmes romantiques ou offraient des gestes chevaleresques, ces démonstrations avaient plus à voir avec le prestige qu'avec la passion réelle. Une noble était souvent mariée très jeune, parfois dès 12 ou 14 ans, à un homme qu'elle ne connaissait pas. Il pouvait ne jamais s'être parlé avant le mariage. Prenez encore une fois l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine et Louis IX de France. Leur union était un arrangement territorial, pas un acte d'amour. Elle apportait au roi de vastes terres, mais leur mariage fut un échec émotionnel. Leur divorce reflétait plus des enjeux politiques que des conflits personnels. Chez les nobles, le mariage était une affaire d'héritage, de rang et de prospérité. L'amour, un luxe, parfois même une faiblesse. L'amour paysan, plus simple, plus libre. En revanche, chez les paysans, le mariage restait pratique, mais laissait plus de place à la liberté personnelle. Sans terre à transmettre ni lignées à protéger, ils pouvaient choisir un conjoint pour ses qualités concrètes, travailler la terre, élever les enfants, gérer le foyer. Cela ne signifie pas que tous les mariages paysans étaient romantiques. L'amour n'était toujours pas la priorité, mais l'affection pouvait exister. Une femme pouvait choisir un mari qui savait réparer une charrette, un homme pouvait épouser une femme douée pour traire les vaches ou gérer un potager. On se mariait pour survivre ensemble, et parfois, dans cette coopération, naissait une vraie complicité. Chez les paysans, le mariage était un partenariat de vie, souvent plus équilibré émotionnellement que les alliances froides des nobles. L'économie, un facteur central pour tous. Un autre point clé, le mariage, qu'il soit noble ou paysan, était toujours un contrat économique. Chez les nobles, on échangeait de la terre, des dots, des alliances militaires. Chez les paysans, on unissait des forces de travail, des outils, des bras pour les récoltes. Les nobles voyaient la femme comme un atout financier, souvent réduite à sa dot. Les paysans, eux, voyaient leur épouse comme une coéquipière dans la survie du foyer. La richesse circulait par les mariages dans les deux mondes, mais elle servait des buts différents. Renforcer un empire chez les nobles, assurer la subsistance chez les pauvres. Liberté de choix, très inégale. Aujourd'hui, nous valorisons la liberté de choisir son partenaire. Au Moyen Âge, cette liberté dépendait presque entièrement de votre classe sociale. Chez les nobles, aucun choix personnel. Les mariages étaient arrangés dès l'enfance, dictés par les ambitions familiales. Chez les paysans, il y avait un peu plus de liberté, bien que des pressions économiques et sociales subsistaient. Un noble ne pouvait pas suivre son cœur, cela aurait mis en péril son héritage. Un paysan, lui, pouvait au moins tenir à compte de la personnalité ou du comportement de sa future épouse, même si le travail et la survie restaient prioritaires. Conclusion de cette étape. En somme, l'amour n'était pas la priorité pour personne, mais les paysans avaient plus de chances d'en faire l'expérience. Là où les nobles étaient enfermés dans des logiques de pouvoir, les gens du peuple pouvaient parfois trouver un peu de tendresse au milieu du labeur. Deux mondes, deux visions du mariage, mais un même système, celui de la nécessité avant l'émotion. Étape 5. La romance par procuration. Imaginez grandir en sachant que votre futur époux a été choisi pour vous avant même que vous sachiez lire ou écrire. Pour la noblesse médiévale, c'était la norme. Le mariage et la cour n'étaient pas des décisions personnelles, mais des stratégies décidées par les parents, les seigneurs ou parfois même l'Église.
le concept de romance par procuration, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre arrange toute votre vie amoureuse, était une réalité quotidienne. Choisir son partenaire pour l'amour, l'attirance ou la compatibilité, une idée presque inimaginable. Les fiançailles précoces, l'arrangement avant l'âge. Commençons par le concept de fiançailles, véritable pilier des coutumes matrimoniales médiévales. Chez les nobles, les engagements étaient souvent conclus dès la naissance de l'enfant. Avant même de comprendre ce qu'est le mariage, votre avenir était déjà négocié. Une jeune fille noble pouvait être promise à un homme dès ses premières années, sa destinée définie par ses parents et les intérêts de leur royaume. Prenons l'exemple de Marguerite d'Écosse, fiancée au roi Éric de Norvège dans son enfance au XIIIe siècle. Leur mariage ne se fit que bien plus tard, mais Marguerite n'avait aucun mot à dire dans cette décision. L'union visait à sceller une alliance politique orchestrée entièrement par ses parents. Ces fiançailles précoces étaient courantes. Elles n'étaient pas fondées sur l'amour, mais sur la stratégie dynastique. Et bien souvent, les futurs époux ne se rencontraient que le jour de leurs noces. L'idée de tomber amoureux à travers une longue cour était étrange et irréaliste pour la plupart des jeunes nobles. Le rôle des parents et des seigneurs dans les mariages arrangés. Si vous étiez un enfant noble, votre relation avec votre futur conjoint serait probablement détachée et impersonnelle. Vos parents et seigneurs décidaient tout. Ils négociaient la dot, les conditions, les avantages. Pour une fille noble, son avenir dépendait entièrement de sa famille. Son rôle, assurer le prestige de sa lignée par un bon mariage. Ses sentiments, secondaires. Souvent, le père prenait la décision finale, négociant avec d'autres familles nobles pour garantir le meilleur accord. La mère, elle, jouait un rôle dans l'organisation domestique et le bon déroulement de l'union. L'intérêt personnel de l'enfant n'était pas prioritaire. Et ce n'était pas seulement une affaire de famille. Les seigneurs et l'Église avaient aussi leur mot à dire. Le mariage était autant sacré que politique, et les décisions suivaient des règles strictes de pouvoir, de foi et de bien. L'influence de l'Église, bénir et réglementer les unions. L'Église médiévale ne faisait pas que bénir les mariages, elle en dictait les conditions. Le mariage était un sacrement, un engagement envers Dieu autant qu'envers la société. Ainsi, même si les familles choisissaient le partenaire, l'Église devait valider l'union. Cela signifiait approbation d'un prêtre, respect des règles religieuses, préparation spirituelle. Sans cela, l'union pouvait être déclarée nulle. L'Église devenait ainsi l'arbitre moral et légal de l'union, renforçant le caractère institutionnel de l'union et limitant toute notion de liberté amoureuse. Le mariage par procuration, un cérémonial sans les époux. Parfois, les mariages étaient tellement formels qu'ils se déroulaient sans la présence des mariés eux-mêmes. C'est ce qu'on appelait un mariage par procuration. Un représentant officiel, souvent un parent ou un serviteur de confiance, tenait lieu de marier ou de marier durant la cérémonie. Par exemple, le roi Louis VII de France épousa Aliénor d'Aquitaine par procuration, avant de la rencontrer officiellement. Ce genre de mariage était courant dans les cercles royaux, surtout lorsqu'une grande distance géographique ou un conflit militaire empêchait la rencontre immédiate. Dans ces cas, le mariage devenait un acte purement symbolique, une formalité pour sceller un pacte entre deux maisons, bien avant tout contact humain ou émotionnel. L'absence de cours romantique. Alors, dans tout cela, où est la romance ? La triste vérité est que dans le monde médiéval, elle était quasiment inexistante dans les mariages. Ceux-ci servaient des intérêts bien plus vastes, lignée, devoir, religion, pouvoir. Si de l'amour naissait entre les époux, c'était par accident et avec le temps, pas grâce à une idylle passionnée. Cela ne veut pas dire que les nobles n'éprouvaient jamais d'affection, mais ces élans étaient rarement encouragés et souvent considérés comme des distractions inutiles. Chez les paysans, comme vu précédemment, il y avait un peu plus de liberté émotionnelle, même si les mariages restaient utilitaires.
L'absence de pression politique permettait parfois le développement d'un amour modeste mais réel. Étape 6. Le rôle des mariages par procuration et la stratégie familiale. Au Moyen Âge, une grande partie des mariages, en particulier parmi la noblesse, reposait sur une pratique qui peut nous paraître étrange aujourd'hui, le mariage par procuration. Ces mariages n'étaient pas rares, ils étaient même courants chez les familles royales et les grandes lignées lorsque les alliances devaient être conclues sur de longues distances ou en l'absence des futurs époux. Les mariages par procuration, un outil de diplomatie. Un mariage par procuration permettait à deux familles d'officialiser une union même si l'un des deux partenaires, voire les deux, était absent. C'était souvent le cas lorsque le futur époux était en campagne militaire ou lorsque les deux familles résidaient dans des royaumes éloignés. On faisait alors appel à un représentant, un parent ou un serviteur de confiance qui épousait symboliquement l'autre au nom de l'absent. Un exemple célèbre, le roi Henri VIII d'Angleterre, qui épousa sa première femme, Catherine d'Aragon, par procuration avant même de l'avoir rencontrée. Ce mariage, comme bien d'autres, n'était pas basé sur l'amour, mais sur une volonté politique, consolider une alliance stratégique entre deux puissantes nations. L'importance de la stratégie familiale. Ces mariages soulignaient à quel point, au Moyen Âge, les alliances matrimoniales servaient les intérêts des familles, pas ceux des individus. Ce qui importait, c'était l'union des patrimoines, la stabilité des lignées et le renforcement du pouvoir. Le mariage était vu comme une affaire d'affaires, un accord signé entre familles nobles, et la cérémonie n'était souvent qu'une simple formalité. L'idée que le mariage soit le début d'une aventure amoureuse, elle n'avait pas sa place dans cet univers. On scellait un pacte, et si de l'affection naissait, tant mieux, mais ce n'était ni le but ni la priorité. Pourquoi l'amour n'était-il pas prioritaire ? Difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer un monde où l'amour ne figure pas dans les raisons de se marier. Mais pour comprendre cela, il faut adopter le point de vue médiéval. La société du Moyen Âge était marquée par la guerre, la famine, les épidémies et l'instabilité. Dans un tel contexte, la survie passait avant tout. Le mariage était un moyen de créer des alliances solides, d'assurer une descendance légitime et de préserver les terres et les titres. L'amour, une distraction dangereuse. En outre, l'Église chrétienne, très influente à l'époque, définissait le mariage comme un devoir religieux, non comme un choix personnel. Il s'agissait d'un acte sacré, dont le but principal était la procréation et la stabilité familiale, pas la passion ou la romance. L'amour, un privilège ou un risque. Quand l'amour apparaissait, il était souvent perçu comme un risque. Imaginez une jeune noble tombant amoureuse d'un homme que sa famille ne pouvait pas accepter. Ce sentiment pouvait menacer l'alliance politique, compromettre la dot ou briser l'avenir familial. C'était une menace pour l'ordre établi. Même pour les hommes nobles, se marier par amour était dangereux. Cela pouvait affaiblir leur position, surtout si le mariage ne servait pas les intérêts territoriaux ou ne garantissait pas d'héritier. L'idée même de l'amour romantique existait, mais elle restait confinée aux poèmes et chansons de troubadours. On chantait des amours impossibles, chastes et idéalisés. Mais dans la vraie vie, ces histoires n'étaient que des fantasmes littéraires. Le poids de l'Église dans l'amour et le mariage. L'Église médiévale encadrait rigoureusement le mariage. Elle imposait ses lois, validait les unions et s'assurait que le mariage était célébré selon la volonté divine. L'amour passionné était souvent regardé avec suspicion, trop intense, trop charnel, trop dangereux.
Le clergé enseignait que le mariage servait avant tout à enfanter et à préserver la communauté chrétienne. L'idée de se marier pour l'amour seul était mal vue, voire immorale, car elle plaçait les sentiments personnels au-dessus des obligations familiales et religieuses. L'absence concrète de cours romantiques. Face à ce système rigide, les couples mariés n'avaient guère d'espace pour développer une intimité romantique. Leur union reposait sur le devoir, pas sur les émotions. Il n'y avait ni flirt prolongé, ni intimité avant le mariage, ni espace personnel. Pour les nobles comme pour les paysans, la priorité était le travail, les enfants et la stabilité du foyer. Et pourtant, l'amour trouvait parfois un chemin. Des couples, avec le temps, pouvaient développer de l'affection et de leur respect mutuel, mais c'était rare et secondaire. Chez les nobles, c'était l'exception. Chez les paysans, un peu plus probable, mais toujours sous la pression de la survie. Étape 7. L'âge de mariage et les normes étranges. Dans le monde médiéval, la jeunesse n'était pas un obstacle au mariage, c'était la norme. L'idée que l'on devrait attendre l'âge adulte pour se marier aurait semblé absurde à l'époque. Bien au contraire, le mariage précoce était non seulement accepté, mais attendu, surtout parmi les nobles. Les jeunes filles pouvaient être mariées dès leur puberté, et cela ne choquait personne. Aujourd'hui, cela semble étrange, voire inquiétant. Mais pour comprendre, il faut se replacer dans la mentalité médiévale, où la priorité était la continuité de la lignée, la stabilité sociale et la survie. Le concept d'âge nubile au Moyen Âge. Pour les filles, l'âge de mariage pouvait être aussi jeune que 12 ou 13 ans, souvent dès l'apparition des premières menstruations. Pour les garçons, c'était généralement entre 14 et 16 ans. Cet âge n'était pas fondé sur une maturité émotionnelle, mais sur la capacité biologique à procréer. Dans une société où la mortalité était élevée, où les épidémies et les guerres faisaient des ravages, on vivait vite et on mourait jeune. Il fallait donc se marier tôt, enfanter rapidement et assurer la pérennité de la famille. Une jeune fille mariée à 14 ans et mère à 16 ans était considérée comme une matrone expérimentée avant même ses 20 ans. Une norme sociale partagée par toutes les classes. Les mariages précoces n'étaient pas réservés à la noblesse. Bien que les raisons diffèrent, même les paysans suivaient cette logique. Chez les nobles, il s'agissait de stratégies politiques et économiques. Chez les paysans, c'était plus pragmatique. Plus tôt on formait une famille, plus vite les enfants pouvaient aider à la ferme. Dans un monde exigeant un travail physique constant, avoir des enfants jeunes signifiait aussi assurer de la main-d'œuvre pour l'avenir. Le mariage n'était pas un moment d'accomplissement personnel, mais un rouage du cycle de vie communautaire. Le mariage comme passage vers l'âge adulte. Pour les jeunes filles nobles, le mariage marquait le passage direct de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y avait pas d'adolescence comme nous la connaissons aujourd'hui. Une fois mariée, une fille devait gérer un foyer, procréer, représenter la famille. C'était une responsabilité lourde, imposée très tôt. Les garçons, eux, étaient souvent mariés un peu plus tard, une fois capables de gérer une propriété ou de tenir une épée. Mais là encore, la logique était celle de la succession, de la continuité et du pouvoir. Une norme qui choque aujourd'hui. De nos jours, l'idée qu'un enfant de 12 ou 13 ans puisse se marier est inacceptable. Nous valorisons le développement personnel, l'éducation, l'émancipation progressive. Le mariage est vu comme le fruit d'un choix mûri et non comme un simple devoir familial ou religieux. Mais au Moyen Âge, on ne pensait pas en termes d'individualité. L'enfant appartenait à sa famille, à sa lignée, à sa classe sociale. Et le mariage était un devoir, pas un projet personnel. Les dots et les prix de la mariée dans les mariages précoces.
Outre la jeunesse des mariés, les transactions économiques liées au mariage étaient tout aussi fondamentales. La dot, apportée par la famille de la jeune fille, était souvent composée d'argent, de terres, de bétail, des richesses destinées à renforcer l'union. Une fille sans dot était moins mariable, quel que soit son âge. À l'inverse, certains mariages impliquaient un prix de la mariée, versé par le futur époux à la famille de la jeune fille, une manière de compenser la perte d'un membre de la famille. Qu'il s'agisse de dot ou de paiement, ces échanges consolidaient les alliances, bien plus qu'ils ne valorisaient l'individu concerné. Le contraste avec les normes modernes. Aujourd'hui, nous insistons sur le consentement, la maturité émotionnelle et l'autonomie individuelle. Le mariage est souvent retardé jusqu'à ce que l'on soit financièrement stable ou émotionnellement prêt. Mais à l'époque médiévale, ces notions n'existaient tout simplement pas. On mariait une fille dès qu'elle pouvait porter un enfant, un garçon dès qu'il pouvait porter une épée. C'était une vision purement utilitaire de la vie, dictée par les contraintes sociales, économiques et biologiques de l'époque. Une perspective changeante, de l'obligation à l'union choisie. En regardant ces pratiques aujourd'hui, on comprend à quel point la notion de mariage a évolué. Ce qui était jadis une obligation imposée par la famille et la société est devenu un acte libre et personnel, fondé sur l'amour, le respect et le choix. Mais dans l'Europe médiévale, le mariage précoce et arrangé était la norme. Il assurait la survie des lignées, la transmission des biens et la stabilité des communautés. L'amour et le libre arbitre viendraient des siècles plus tard. Étape 8. Les dots et les prix de la mariée. Au Moyen Âge, le mariage n'était pas qu'un engagement sentimental ou spirituel. C'était aussi et surtout une transaction économique majeure. Les notions de dot et de prix de la mariée étaient au cœur du processus matrimonial, bien plus que l'amour ou l'attirance. Ces échanges financiers entre familles jouaient un rôle crucial dans la réussite du mariage, dans l'ascension sociale et dans la consolidation des alliances politiques ou territoriales. La dot, la richesse d'une famille pour obtenir un époux. La dot était une somme d'argent, des terres, du bétail ou tout autre bien offert par la famille de la mariée au futur mari ou à sa famille. Elle représentait la valeur sociale de la jeune fille, mais aussi la puissance économique de sa maison. Dans la noblesse, les dots étaient parfois immenses, domaines entiers, trésors, bijoux, chevaux. Ce n'était pas seulement un cadeau, mais un levier stratégique. Une famille pouvait s'élever dans la hiérarchie sociale simplement en mariant une fille avec une bonne dot à un noble influent. La dot servait également de sécurité pour la mariée. Si son mari mourait ou si le mariage échouait, elle pouvait parfois réclamer une partie de la dot pour subvenir à ses besoins. En ce sens, elle jouait le rôle d'assurance. Chez les paysans, la dot existait aussi, mais de manière plus modeste, une vache, quelques pièces d'argent ou un lopin de terre. Les dots comme outil d'alliance politique. Chez les nobles, la dot était l'un des piliers de la stratégie matrimoniale. Elle servait à sceller des alliances entre royaumes, à acheter la paix ou à consolider des revendications territoriales. Par exemple, le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, qui a permis l'unification de l'Espagne, était aussi scellé par une dot conséquente. Ces dots étaient précisément négociées, mentionnées dans des contrats légaux et pouvaient faire l'objet de litiges entre familles. Une dot bien négociée pouvait changer le destin d'une dynastie, tandis qu'une dot insuffisante pouvait ruiner une alliance. Le prix de la mariée, une autre forme d'échange. Dans certaines cultures médiévales, notamment dans le nord et l'est de l'Europe, on trouvait également le prix de la mariée, l'inverse de la dot.
Ici, c'était la famille du marié qui versait une compensation à celle de la mariée pour lui prendre une fille. Cela symbolisait la valeur qu'elle représentait dans son foyer d'origine. Le prix de la mariée pouvait inclure de l'argent, des animaux, voire de la terre. Il soulignait le fait que le mariage était un échange entre deux groupes sociaux, pas une union individuelle fondée sur l'amour. Le montant dépendait souvent des qualités perçues de la jeune fille, sa fertilité supposée, son habileté domestique ou encore sa beauté. Un acte économique bien plus qu'un geste symbolique. Que ce soit la dot ou le prix de la mariée, ces transactions n'étaient pas décoratives. Elles formaient le cœur du contrat matrimonial. On n'imaginait pas un mariage sans l'un de ces deux systèmes. C'était la condition pour que le mariage soit socialement et économiquement viable. La dot assurait le statut et la sécurité de la mariée, tandis que le prix de la mariée représentait l'investissement du marié dans cette union. Ces pratiques existaient à tous les niveaux de la société, même si leur ampleur variait grandement. Variations culturelles selon les régions. Les pratiques différaient selon les régions d'Europe. En Europe méridionale, France, Espagne, Italie, la dot était dominante. En Europe du Nord et de l'Est, Scandinavie, territoire germanique, le prix de la mariée était plus courant. Mais dans tous les cas, le mariage était inscrit dans une logique d'échange. La dot ou le prix de la mariée étaient des instruments pour organiser les rapports de pouvoir, pour monter dans la hiérarchie ou pour garantir un avenir matériel à la nouvelle famille. Le mariage devenait un marqueur social où la valeur de la femme était mesurée en bien autant qu'en vertu. Cela renforçait aussi la vision de la femme comme ressource familiale à échanger pour gagner en statut ou en territoire. Une logique pratique dans un monde incertain. Si ces pratiques peuvent aujourd'hui sembler choquantes ou dépassées, elles étaient essentielles à la stabilité des familles médiévales. Dans un monde de famine, de conflits et d'instabilité, le mariage devait assurer l'avenir économique, pas seulement unir deux cœurs. En ce sens, dot et prix de la mariée étaient les piliers d'un système de survie autant que d'un système social. Étape 9. Le mariage en lui-même. Simple, public, rapide. Aujourd'hui, on imagine le mariage comme une grande célébration, robe blanche, cérémonie émotive, vœux échangés devant une foule d'invités. Mais au Moyen Âge, le mariage était une affaire bien plus directe, parfois étonnamment bref, informel, voire improvisé. Ce qui comptait, ce n'était pas le spectacle, mais la légitimité de l'union et son acceptation par la communauté. Pas besoin de cathédrale ou de grands banquets. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, se marier au Moyen Âge ne nécessitait pas de cérémonie fastueuse dans une église. En réalité, un mariage était considéré comme valide dès lors que deux personnes déclaraient mutuellement leur consentement, souvent en présence de témoins. Pas besoin de prêtre, même si sa bénédiction était préférable, ni de robe spéciale. Cette déclaration, appelée consentement mutuel, pouvait se faire devant la porte de l'église, dans un champ ou même dans une maison. L'Église finira par imposer davantage de formalités au XIIe et XIIIe siècle. Mais pendant longtemps, le mariage était un acte public, mais dépouillé. Un événement communautaire, pas individuel. Le mariage médiéval était avant tout un événement communautaire. Il ne s'agissait pas seulement d'unir deux individus, mais de lier deux familles, deux foyers, parfois deux villages. C'est pourquoi il devait être public. Les témoins étaient là pour attester que l'union était légitime. Dans les petites communautés rurales, tout le monde connaissait tout le monde. Un mariage secret ou dissimulé aurait été vu avec méfiance. Être vu, entendu et reconnu comme mari et femme était la garantie d'union stable aux yeux de tous, bien plus que n'importe quel papier ou serment.
rapide et sans fioritures. Pas de longs discours, pas de chorégraphie d'entrée, pas de DJ. La cérémonie elle-même pouvait durer quelques minutes seulement. Échange de consentement, bénédiction du prêtre, si présent, parfois un anneau en gage d'union, puis fin. Le festin, s'il y en avait un, dépendait des moyens financiers de la famille. Les paysans, par exemple, pouvaient se contenter d'un repas modeste en famille ou d'un petit banquet dans le village. Chez les nobles, les mariages pouvaient donner lieu à de grandes célébrations. Mais encore une fois, ce n'était pas la norme, juste le privilège des puissants. Le rôle de l'Église dans la validation. Bien que l'Église n'ait pas toujours exigé une cérémonie formelle, elle insista progressivement sur le mariage en tant que sacrement. À partir du concile de Latran IV en 1215, l'Église imposa l'obligation de publier les bans, annonce publique du mariage à venir, l'exigence d'un prêtre pour bénir l'union, l'importance du mariage librement consenti. Ces mesures visaient à réduire les unions clandestines et à renforcer le contrôle moral de l'Église sur la vie des fidèles. Les symboles simples de l'union. Les alliances, si elles existaient, étaient souvent modestes, parfois même inexistantes chez les pauvres. L'élément le plus important restait la parole donnée devant témoins. D'autres symboles incluaient le voile de la mariée, chez les nobles, une coupe partagée de vin ou de bière, la remise d'un objet domestique, clé de maison, pain, tissu, pour symboliser la gestion du foyer. Une célébration de devoir plus que de passion. Il est essentiel de comprendre que pour la plupart des gens, le mariage était le début d'une vie de devoir, de travail et de responsabilité. La cérémonie était courte car la vie à deux allait être longue et exigeante. Ce n'était pas la fin heureuse d'une histoire d'amour, c'était le début d'un partenariat fonctionnel, souvent sans illusion romantique. Étape 10. Le mariage après le oui. Une vie de travail, d'enfants et d'endurance. Dire oui au Moyen Âge n'était que le début. Contrairement aux contes de fées modernes où le mariage marque une fin heureuse, dans l'Europe médiévale, c'était le début d'un long voyage, souvent rude, rarement romantique. Une fois marié, on entrait dans un monde de devoirs, de labeur, de grossesses fréquentes et de peu de répit. Travailler dur ensemble et séparément. Le mariage médiéval, surtout chez les paysans, était un partenariat économique et domestique. Les époux travaillaient côte à côte ou dans des rôles complémentaires, chacun portant sa part de responsabilité pour la survie du foyer. L'homme cultivait les champs, réparait les outils, protégeait la maison. La femme préparait les repas, entretenait la maison, s'occupait des enfants et souvent travaillait elle aussi au champ. Chez les nobles, les rôles étaient plus symboliques, mais pas moins exigeants. Le mari gérait les terres et la politique, pendant que l'épouse devait assurer la descendance, organiser le domaine, maintenir l'honneur familial. La maternité, fréquente, risquée, attendue. L'une des premières attentes envers une épouse était d'enfanter rapidement et souvent. La fertilité d'une femme était un critère de réussite du mariage. Donner naissance à un fils, surtout pour les familles nobles, était un devoir fondamental. Mais la maternité n'était pas sans danger. Les femmes tombaient enceintes à répétition, parfois dès l'adolescence, et les taux de mortalité maternelle étaient élevés. Peu de femmes atteignaient la fin de leur vie sans avoir connu plusieurs accouchements, des fausses couches ou la perte d'enfants en bas âge. Une intimité bridée, un amour incertain. Dans la majorité des mariages, l'amour tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était pas garanti. Beaucoup de couples apprenaient à se connaître après la cérémonie, et certains ne développaient jamais de réelle affection. Ce n'était pas leur priorité.
Ce qui comptait, c'était la stabilité du foyer, la réputation de la famille, le respect des devoirs religieux et sociaux. Cela dit, certains couples finissaient par s'aimer ou se respecter profondément, une fois le temps et les épreuves partagées. L'amour, lorsqu'il existait, était souvent le fruit de la patience, de l'habitude et d'une forme d'admiration mutuelle. La fidélité et ses nombreuses exceptions. L'idéal chrétien imposait la fidélité conjugale, mais dans la réalité médiévale, les infidélités étaient fréquentes, surtout du côté des hommes. Les maîtresses étaient tolérées, parfois installées dans des résidences secondaires. Les femmes, elles, risquaient beaucoup plus en cas d'infidélité. Honte publique, rejet, voire punition violente. La fidélité féminine était considérée comme essentielle à la légitimité des héritiers. L'endurance, pilier du mariage médiéval. Dans l'ensemble, le mariage n'était ni romantique, ni épanouissant au sens moderne. C'était un pacte de résistance commune. On se mariait pour endurer ensemble le froid, la faim, la maladie, les pertes. On faisait front, non pas avec des déclarations d'amour, mais avec de la constance, du travail et de la résilience. Le divorce n'était pas une option. L'Église l'interdisait, sauf en cas exceptionnel, comme union non consommée ou lien de parenté caché. Même les mariages malheureux devaient être supportés jusqu'à la mort d'un des époux. Le vivre ensemble médiéval, austère mais structuré. La vie conjugale au Moyen Âge n'avait rien d'un long fleuve tranquille, mais elle avait une structure solide, des rôles clairs, des attentes connues, une foi religieuse omniprésente. C'était une institution faite pour durer, pas pour séduire. Et dans cette routine rude, certains couples trouvaient du réconfort, de la complicité, parfois même de l'amour, mais toujours sous le poids du devoir. Étape 11. L'amour médiéval. Une conclusion entre stratégie et sentiment. Après avoir exploré le mariage médiéval sous toutes ses coutures, des fiançailles arrangées, aux dots, des rôles genrés à la maternité forcée, une question demeure. L'amour avait-il sa place dans tout ça? La réponse est à la fois oui et non. L'amour, dans sa forme moderne, n'était pas au cœur du mariage médiéval. Et pourtant, il existait, en marge, en secret, ou comme un bonus inattendu dans un monde dominé par les devoirs sociaux, les alliances politiques et les besoins économiques. Un monde où la stratégie régnait. L'Europe médiévale était un monde impitoyable, où la survie, le statut et la continuité familiale passaient avant tout. Le mariage était une pièce sur l'échiquier du pouvoir, un contrat économique, une obligation religieuse. On n'attendait pas du mariage qu'il apporte le bonheur, on attendait qu'il fonctionne. Pour les nobles, cela signifiait sceller des traités à travers les alliances conjugales, préserver la lignée, protéger les terres. Pour les paysans, cela signifiait partager le fardeau du quotidien avec un partenaire de confiance. Et pourtant, l'amour trouvait parfois sa place. Même dans cet univers rigide, l'humain restait humain. Des sentiments pouvaient naître entre deux personnes unies par nécessité. Le respect pouvait se transformer en tendresse, la routine en complicité. Parfois, des couples se surprenaient à s'aimer vraiment, malgré les conditions. On trouve aussi dans la littérature de l'époque, chants de troubadours, romans courtois, des histoires d'amour impossibles ou idéalisées. Bien que très éloignés de la réalité, ces récits montrent que l'idée de l'amour faisait rêver, même si elle ne dictait pas les règles de la société. Un amour hors mariage, toléré ou tragique. Dans de nombreux cas, l'amour vivait en dehors du mariage. Les relations extra-conjugales, les amours interdits, les passions cachées faisaient partie du quotidien,
mais elle restait périlleuse, surtout pour les femmes. Certaines dames nobles entretenaient des relations secrètes avec des troubadours ou des chevaliers. Des paysannes s'éprenaient de jeunes hommes sans autorisation de leur famille. Ces histoires finissaient souvent mal, mais elles prouvaient que le cœur humain ne se pliait pas toujours à la raison sociale. L'évolution lente vers le mariage par amour. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que le mariage fondé sur l'amour devienne la norme. Ce changement commencera lentement à la Renaissance, s'accélérera avec les Lumières et prendra vraiment racine au XIXe siècle. Mais au Moyen Âge, le mariage par amour était l'exception, pas la règle. Et ceux qui suivaient leur cœur contre les normes le faisaient au prix fort. Perte de statut, rejet social, voire emprisonnement. Conclusion. Entre réalisme et romantisme. L'amour médiéval n'était ni inexistant ni dominant. Il était là, tapi dans les marges, bravant les règles, parfois récompensé, souvent puni. Le mariage, lui, était un acte de devoir, un mécanisme social, un pacte de survie. Et pourtant, dans les regards furtifs, les lettres secrètes, les chansons murmurées au coin du feu, l'amour résistait. Peut-être pas comme un droit, mais comme un espoir. Ainsi se termine notre voyage dans le mariage médiéval, une danse entre calcul et cœur, entre traditions implacables et élans imprévus. Un monde bien différent du nôtre, mais où, parfois, les battements du cœur réussissaient à se faire entendre malgré les chaînes du devoir.